revoir les micros. Ouais. Allez, c'est bon, je suis là. Kinji. Nous, on s'est rendu compte qu'on disait beaucoup du coup. Ah oui, bah, nous aussi, du coup, on dit tout le temps du coup. Ah, le Parc des Princes, c'est 47 000. Ah, c'est le Parc des Princes. Franchement, tenter la location du Parc des Princes. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Émilie. Émilie a 23 ans, et avec elle nous avons discuté des tables à débarrasser, du bénin et de protestantisme, des webcams et de skyrock, de stérilés en cuivre et d'endométriose, mais surtout des normes dont il faut s'affranchir. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Oui. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux courts. Du fait que j'ai les cheveux crépus et que ma mère savait pas forcément s'en occuper. Et du coup, on m'a beaucoup comparé à un petit garçon. Et pour moi, avoir les cheveux lisses et longs, c'était plus féminin qu'avoir des cheveux crépus. Parce que les cheveux crépus, quand t'as du vent dans la figure, c'est pas sexy comme quand on a les cheveux lisses. En fait, tes cheveux bougent pas, donc il se passe rien. Et donc, arrivé au collège, je me suis défrisé les cheveux parce qu'il fallait que parce que je voulais ressembler à mes copines. Et parce qu'il y a aussi ce truc de, moi, dans les médias et, dans la société en général, des femmes avec ma tête ou d'autres petites filles, il n'y en avait pas. Donc, je pense qu'inconsciemment, de toute façon, je m'identifiais aux femmes et aux petites filles blanches. Et donc, il fallait que j'aie les cheveux lisses. Et c'était un moyen de peut-être ressembler un peu plus à une fille parce que, j'avais les oreilles percées comme toutes les petites filles de ma génération. Et ma mère m'habillait avec des petites fleurs ou en super nana, quoi. Mais là, j'ai eu un assez gros afro jusqu'à l'année dernière et j'ai rasé ma tête en janvier. Je me suis retrouvée à aller sur YouTube à taper comment s'accepter avec les cheveux courts. Je suis pas la personne la plus développée au niveau des formes. Et donc, j'avais peur que même adulte, on me confonde encore avec les garçons, quoi. Tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une petite fille ? Oui, j'ai 2 demi-sœurs et un demi-frère. Et après, mes parents ont eu moi et mon frère après. Et je sais que ma mère, depuis toute petite, elle voulait une fille et un garçon. C'est ce qu'elle a eu. Elle avait nos prénoms depuis des années déjà. Donc, oui. Ils ont déjà fait des différences dans ton éducation par rapport à celle de ton frère ? Oui et non. Dans le sens où, à la maison, c'est-à-dire, par exemple, pour les tâches ménagères, tout ce que ça englobe, on a été éduqués de la même manière. On était typiquement la famille avec les grilles sur le tableau, avec qui débarrasse la table, etc. Et donc là-dessus, on a eu la même éducation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis très fière de voir que mon frère fait plein de trucs chez lui et sans que sa copine ait à se lever du canapé. Mais après, là où il y a eu la différence, c'est que moi, j'étais l'aînée, j'ai été une fille, et que quand mon frère, par exemple, a eu 17 ans, il a pu faire plein de trucs que moi, je pouvais pas faire à l'époque, même bien avant ses 17 ans. Mais mon père est béninois et ma mère est française. Donc, mon père a une éducation très africaine, en tout cas très béninoise. Et du coup, au final, je suis contente que mon frère ait pas eu les mêmes barrières que moi j'ai eues. Parce que je suis tellement proche de mon frère que je me dis, j'aurais pas supporté qu'il subisse la même chose. Donc, j'ai pas été jalouse là-dessus. Tu disais que ton père, il avait une forte culture béninoise. C'est une culture qui vous a transmis comment, du coup ? Déjà, c'est très patriarcal. Alors, la première chose qu'il fallait nous inculquer, c'était l'excellence à l'école. La fois qui m'a le plus traumatisée, c'est je suis restée de mon bureau de 16h à minuit sans avoir le droit d'aller manger à table. Et en fait, c'est dès que tu donnes une mauvaise réponse, on t'en met une. Donc, c'est pas comme ça que tu deviens excellente à l'école, quoi. Et ensuite, la religion, du coup, mes 2 parents sont protestants et l'héritage religieux, c'était hyper important. Puis surtout que, mon père est né dans les années 50, je suis née dans les années 90, il est né au Bénin, je suis née à Paris, c'était pas compatible. Et ça a mené à des couacs terribles parce que justement, quand j'ai eu mon premier copain, je l'ai pas dit tout de suite à mon père, je l'ai dit au bout d'1 an de relation. Mais je me suis dit, j'ai envie quand même d'essayer de partager ça avec lui. Et mon père m'a dit « Ah non, moi je veux pas entendre parler de copains, tu m'en parleras quand tu seras en master. » J'ai jamais fait de master. Donc, voilà. Donc au final, j'ai tout fait dans son dos. Hein. Ça, j'ai fini par lui dire plus tard, mais j'ai tout fait dans son dos. Heureusement que moi, j'avais ma mère, parce qu'en plus, mes parents ont 10 ans de différence. Donc ma mère était plus souple.
Et du coup, c'est ma mère qui m'a fait tout ce qui était rendez-vous gynéco. Elle-même, elle m'a dit « Ton père, il accepte pas, mais moi, je te le dis, c'est normal d'avoir des copains à 14-15 ans. Enfin, c'est la vie, quoi. T'as pas à avoir honte. » Donc, heureusement que ça a contrebalancé un petit peu, mais c'est vrai que ça crée des écarts à certains endroits. Tu disais tout à l'heure que ton papa, quand tu faisais tes devoirs, parfois, il pouvait vous administrer des claques. Est-ce que ça a eu un impact sur toi, ce type de violence dans l'éducation ? Oui, je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, si mon père hausse un tout petit peu le ton, je suis persuadée qu'il va me frapper. Alors que ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas pris de claque, voire plus. Mais ça, je l'ai réalisé il y a vraiment très peu de temps. Je pense que ça fait même pas 6 mois que je dis « Mon père nous a battus ». Parce que j'ai jamais vu comme ça. Parce qu'à côté de ça, j'ai l'impression d'avoir eu une très bonne éducation. Mais en fait, je peux pas dire que c'est une très bonne éducation. Si j'ai été traumatisée, ça marche pas. Je pense surtout en fait que les violences éducatives, d'un point de vue sociétal, on les caractérise pas encore comme de la maltraitance. Ce qui est un gros problème en fait. Mais si ton enfant il a fait une connerie et que tu lui fous une trempe, c'est considéré comme de l'éducation violente, mais c'est pas considéré comme de la maltraitance parce que tu le tapes pas gratos en fait. Et ça, c'est assez compliqué. Tes parents, ils occupaient quel rôle concrètement dans ton quotidien, dans ta famille ? Eh bien, ma mère, c'est la maman qui nous habille le matin, qui fait en sorte que ce soit prêt le soir quand tu rentres, enfin que la table soit mise quand tu rentres après les cours, que t'aies toujours ton goûter dans ton sac. Et du coup, oui, mon père qui s'occupe de l'éducation, de l'éducation à l'école, des bulletins, et ma mère qui assurait tout le reste au final. Ils sont toujours ensemble ? Ouais. Je pense qu'ils s'aiment toujours. Et à la maison, oui, j'ai toujours eu l'impression... Enfin, mon père a ramené des fleurs à ma mère toutes les semaines. Ils allaient au resto souvent. Ils voyagent ensemble. Donc, à côté de ça, c'était quand même un mariage heureux. Et donc, du coup, ta mère, t'arrivais à te confier à elle et à lui parler un peu de tout ou pas ? Oui, franchement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je saurais pas dire comment elle a instauré ce climat. Mais typiquement, quand je lui ai dit que j'avais eu mon premier copain... elle m'a parlé tout de suite de contraception. Elle m'a dit « Émilie, on va aller chez le gynéco. » On s'est pas posé autour d'une table et on n'a pas non plus détaillé ce que c'était le sexe. Mais j'ai l'impression qu'elle m'a donné les clés. En tout cas, c'était suffisant pour la personne que j'étais pour me débrouiller, en tout cas au début. Et elle me laissait aller dormir chez mon copain, du coup dans le dos de mon père. Et merci, parce qu'au final, sinon, j'aurais pas fait grand-chose. Merci maman. Ouais, vraiment. Sinon, je pense que j'aurais dormi avec un garçon à mes 20 ans, quoi. Enfin, après être partie de la maison. Lors du master que tu n'as jamais fait. Voilà, exactement. Donc, dans une autre vie. Et elle a toujours été vraiment sans jugement, quoi. À quel âge t'as découvert l'existence de la sexualité ? Je pense autour de mes 6 ans. Déjà, il y a le truc je pense, c'est un des trucs les plus communs, mais le truc de la chaise à la cantine, ou en classe. Je tiens à dire que c'est... Oui, moi, c'est osé, la cantine. Ouais, à la cantine, alors que c'est des chaises pour justement les 3-6 ans. Mais ouais, je pense que c'est ça, où t'es assise de travers sur ta chaise et du coup, t'as la barre métallique et tu te dis, OK, il y a des sensations, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment autour de cet âge-là, parce que je suis sûre que je faisais déjà faire l'amour à mes Barbies et que justement, une fois, ma mère a vu mes Barbies dans une position un peu... En mode, Émilie, qu'est-ce que tu fais ? Mais après, comment j'ai su que ça existait, la sexualité, je ne sais pas. Et ton éducation sexuelle, tu l'as fait comment ? Grosso modo avec Google. J'ai le souvenir quand même qu'on en parlait beaucoup au collège avec les potes. Dans mon collège, c'était très particulier. Je viens d'un quartier très populaire à Paris. Et en fait, avec le recul, je me dis qu'il y avait du sexe partout. Enfin, il y a du sexe partout. Mais que nous, c'était de manière très trash, en fait. Typiquement, la fellation dans les toilettes, la fellation dans toutes les cages d'escalier du quartier, dans les caves. Donc, typiquement, oui, c'était ça. C'était ça, t'étais connue parce qu'il y en avait une qui suçait mieux que les autres. Bon... Moi, j'étais hyper prude à cette époque-là, donc je me suis jamais retrouvée dans une cage d'escalier ou dans des toilettes, mais... Toi, tu le vivais comment, du coup, ce côté hyper ostentatoire du sexe devant tes yeux quotidiennement ? C'est quelque chose qui te dégoûtait, qui t'intriguait, qui t'attirait ? Je dirais pas que ça m'attirait, parce que je pense qu'à cette époque-là, j'étais dans un truc assez romantique.
Donc, je pense que ça me dégoûtait plus qu'autre chose. Enfin, j'avais même pas encore conscience, je pense, moi, de mon sexe réellement pour avoir envie d'avoir conscience du sexe de quelqu'un d'autre. Mais du coup, je pense que c'est à cette période-là où j'ai dû regarder mes premiers pornos. Mais ça m'impressionnait tellement aussi que je pouvais regarder que du porno lesbien. Parce que j'avais l'impression que c'était plus soft. Bah, c'est surtout qu'il n'y avait pas de pénis, quoi. Tu te rappelles quand t'as découvert la masturbation ? Ben, je pense que c'est à cette période-là. Alors, je devais être en 5e. Donc, tout est à ce moment-là. Et mon clitoris, j'en avais pas conscience. Donc, forcément, je me doigtais. Et du coup, bah, c'était nul. Enfin, je me disais, j'ai juste les doigts mouillés, c'est dégueu. Enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt, quoi. Et après, je me suis pas masturbée pendant des années derrière, parce que du coup, je me disais, non, c'est pas top. La période de la 5e, donc c'est là où ça commence à être... où on est de plus en plus sexualisé dans l'environnement. Et c'est la même période où on a des blogs. Donc, j'ai un Skyblog, comme tous les jeunes de ma génération. Et donc, sur le site de Skyrock, il y a un chat, un dédié que pour les filles, un que pour les garçons. Et il y en a un avec un logo plus de 18. Et donc, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et donc, forcément, ça donne envie de cliquer. Et là, je me souviens, quand on arrive sur l'accueil du chat, en fait, c'est un chat groupé. Et donc, il suffit juste d'écrire son message, de l'envoyer. Et toutes les personnes qui sont connectées au chat peuvent lire le message. Donc, si tu vois il y a un message qui te plaît, tu cliques sur le pseudo et tu peux envoyer un message à cette personne-là. Et donc, au début, je discute un peu avec des garçons, mais ça me plaît pas. Et du coup, je discute avec des filles. Et donc, les conversations se résument, commencent en 3 questions. Tu t'appelles comment ? T'as quel âge ? T'es bi ? T'es hétéro ? T'es gay ? Et je crois que, du coup, je me dirige plus vers les filles qui disent qu'elles sont lesbiennes, alors que je me considère absolument pas lesbienne, mais ça me rassure. Et je sais que, potentiellement, en gros, si on discute un peu, la personne en face va allumer sa webcam et que, pareil, de l'autre côté, tu peux allumer ta webcam et te montrer. Puis je sais même pas à quel moment j'ai compris que potentiellement je pouvais voir quelqu'un nu derrière. Au début, je pense que j'ai envie juste de voir à quoi ça ressemble parce que je me suis vue que moi jusque-là. Et du coup, oui, j'ai fini par me montrer nue en webcam à d'autres personnes qui avaient à peu près mon âge, quoi, sur Internet. Pourquoi t'en as eu envie ? Mais j'en sais rien. Je pense que c'est toujours la curiosité, mais il me semble que ça me procurait le même sentiment que quand j'ai regardé mes premiers pornos, de culpabilité quand je le faisais. Mais, je sais pas, c'était excitant quand même. Peut-être. J'arrive pas... En fait, j'ai tellement occulté cette mini-année, parce que je sais même pas sur combien de temps ça se résume, mais je pense que c'était 1 an et demi grand max, que je sais pas ce qui... Enfin, oui, je pense que c'était vraiment de la curiosité de qu'est-ce que c'est le sexe, qu'est-ce que c'est le corps. Surtout que à 12 ans, moi, j'avais un corps de bébé. Enfin, j'aime pas dire ça, mais j'étais pas formée. Donc, peut-être voir des filles qui avaient des seins alors que... Moi, je n'en avais pas spécialement. Des filles qui avaient des poils alors que moi, j'en avais pas beaucoup. Il y a un truc aussi qui me dérange, c'est que je sais pas si j'ai montré ma tête ou pas. Je suis incapable de me souvenir si j'ai montré ma tête ou pas. J'espère que j'ai été assez maligne quand même pour pas avoir montré ma tête. Mais je m'en souviens pas. Et je saurais pas dire non plus quand est-ce que j'ai arrêté. Je saurais pas, j'arrive pas à me souvenir. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Est-ce que moi, j'ai juste pas aimé ça un jour et je me suis dit, faut arrêter ? Ou est-ce que ça s'est fait juste tout seul ? J'en ai aucune idée. Tu dis que ça a duré 1 an et demi, mais du coup, c'est quelque chose que tu faisais régulièrement ? Genre, t'avais, entre guillemets, des copines que tu retrouvais souvent sur ce chat ? Non, je pense que j'ai parlé à chaque fois à des personnes nouvelles à chaque fois que je me connectais sur le chat. Et quand je dis régulièrement, je pense que c'est... si par exemple le mercredi après-midi, j'avais pas cours au collège, que les parents sont pas à la maison, c'était le seul moment où je pouvais accéder à l'ordinateur, quoi. Toi, tu dis que tu sais plus si tu montrais ou non ton visage. Oui. Les filles face à toi, tu voyais leur tête ? Parfois oui, parfois non. Et vous parliez ? Enfin, c'était un échange vraiment ? Non, il y avait pas de son. Enfin, on parlait sur le chat, mais il y avait pas de son. D'accord. Donc tu disais que t'en étais venue à te masturber devant ta webcam. En fait, comment est-ce que tu passes de « je suis juste curieuse et j'ai envie de voir le corps d'une autre femme » à « en fait, je vais décider de me masturber devant elle » ?
Parce que le système du chat, c'est du donnant-donnant. Si tu montres un sein, je te montre un sein. Si tu montres plus, tu montres plus. Et du coup, c'est une spirale infernale, quoi. Parce que t'es titillé par ta curiosité, mais en même temps, tu sais que c'est pas bien de se montrer nu à n'importe qui. Enfin, là, c'est pas n'importe qui, c'est des inconnus. Mais du coup, dans mon souvenir, c'est ça, ouais. Du coup, je finis par dire, ok, si toi tu le fais, j'ai pas le choix. Et puis, il y a aussi ce truc du chantage. Il y a quand même des gens qui disent... si tu le fais pas, de toute façon, j'ai enregistré, donc il y a aussi ça. Je me demande d'ailleurs si c'est pas comme ça que peut-être j'ai commencé à me dire ça craint. Tu veux dire qu'on te menaçait ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Mais je pense sincèrement que 3/4 des gens, c'était des gens de 12 ans de l'autre côté qui enregistraient absolument rien parce qu'on savait pas comment enregistrer une vidéo à l'époque sur nos PC. T'en parlais à tes copines que tu faisais ça ou c'est quelque chose que tu gardais complètement pour toi ? Ah, complètement pour moi. À l'époque, est-ce que t'étais un peu quand même prévenue des dangers d'Internet par tes parents quand ils te laissaient accès à l'ordinateur ou par l'école ou n'importe quoi ? Est-ce que c'était quand même quelque chose qui... Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais à l'époque où t'allais sur Skyblog, est-ce qu'il y avait quand même déjà un peu ce truc et tu savais que ça pouvait être dangereux ou pas trop ? Je pense que oui, parce que je pense qu'il y a aussi, dans la culpabilité, je pense qu'il y avait un peu de ça aussi. Et justement, je sais que mes parents nous ont mis le contrôle parental, donc c'était peut-être avant cette période-là. Mais du coup, oui, mais pas assez. Peut-être que je me pensais invincible. Mais c'est surtout que je pense que le contrôle parental, c'est un truc qui bloque les sites porno, les sites pour adultes, et ce qui, comme ça, de façon très visible, ne paraît pas être pour les enfants. Skyblog, c'est un truc qui est à destination des jeunes et qui est censé être plutôt cool, chill et bienveillant, et ouais, un truc très juvénile. Et du coup, je trouve ça... Moi, par exemple, à notre époque, ces chats n'existaient pas. Toi, t'es quand même plus jeune que nous. Nous, on a eu des skyblogs aussi. Moi, il n'y avait pas de chat. Et d'ailleurs, je trouve que c'est complètement ouf de t'adresser aux ados et de faire un chat moins de 18 et de pas checker qu'en fait, il y a peut-être des ados qui sont en train de faire... Enfin, tu vois, normalement, tu es aussi censé un peu vérifier ce qui se passe sur ton site, quoi. J'ai le souvenir de, parfois, justement, dans le chat d'accueil, là, qui avait parfois écrit, genre, le modérateur a supprimé ça... Mais c'est tout, quoi. Mais ça n'empêchait pas en privé que les gens puissent se montrer. Donc, déjà, ils auraient peut-être pas dû mettre juste l'accès aux webcams. Parce que ça, déjà, c'était... Mais ouais. Du coup, tu nous as dit que t'avais, du jour au lendemain, un peu arrêté, que t'arrives pas trop à te rappeler pourquoi. Après, t'as vraiment essayé de faire comme si de rien n'était, ou ça te hantait un petit peu toujours ? Je pense que j'ai réussi à oublier. Comme si ça n'avait jamais existé. Je suis passée à autre chose. Jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans. Un soir, mon père rentre avec le courrier et il me dit, il y a un courrier bizarre pour toi, il y a un tampon tribunal dessus. Du coup, j'ouvre le courrier et là, les termes qui sortent, c'est audience, pédophilie, et il y a mon nom et des noms de filles que je ne connais pas. Et en fait, donc sur le moment, je comprends pas, mon père non plus. Et je relis le courrier plusieurs fois et en fait, ça explique que il y a un individu homme qui aurait des photos ou en tout cas des captures de vidéos de moi, du coup nue, et de ces autres jeunes filles-là. Et du coup, c'était la date d'audience pour son procès, je ne sais plus où, en France. Et là, je comprends. Là, je comprends que c'est les années Skyrock, que c'est le chat, et que c'est tout ça qui revient, et que je me suis fait piéger. Je sais pas si mon père comprend sur le moment. Enfin, le jour même, on n'en parle pas. Moi, 10 minutes après, je suis dehors parce qu'il faut que j'aille respirer parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Surtout que j'ai peur qu'on me dise tu dois aller à l'audience, je sais pas trop ce que je dois faire. Et mon premier réflexe, c'est à l'époque, je suis en couple avec mon premier amour. Et je l'appelle et je lui dis est-ce que tu peux venir en bas de chez moi ? Ça va pas du tout. J'aimerais qu'on se voit. Et donc, il arrive et il me dit... il me demande ce qui se passe. Donc, je lui explique. Il savait absolument pas, puisque moi-même, je l'avais oublié, donc je pouvais pas lui raconter cette période-là. Et donc, je lui explique ce que j'ai fait et le courrier que je viens de recevoir. Et en fait, sa seule réponse a été « Ah, mais moi, je croyais que j'étais la première personne qui t'avait vue nue. » À l'époque, je me rends pas compte de la connerie de sa réponse. À l'époque, je culpabilise juste 2 fois plus de lui avoir dit mon secret. Et de 2, de me dire « Ah bah oui, au final, je t'ai menti. » Alors que non, en fait, je l'ai pas menti. Et au final, j'aurais jamais dû lui dire. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Du coup, à ce moment-là, tu te sens coupable de l'avoir déçu? Oui, clairement. Parce qu'on était quand même un couple pour l'âge qu'on avait, qui communiquait énormément, etc. Mais j'étais pas capable non plus de lui expliquer la notion du fait que j'avais occulté, que j'en avais honte. Il a même pas cherché à comprendre quel était le contexte, comment vraiment ça s'était fait. Il m'a pas posé de questions, il m'a juste dit « Ah ok, en fait, je suis pas le premier ». J'en rediscute pas avec mon père, mais je comprends que mes parents en ont discuté entre eux, parce que ma mère, le lendemain ou 2 jours après, m'en parle. Je sais plus trop comment elle lance le sujet, mais elle me dit... Écoute, il faut se renseigner sur est-ce que tu dois aller à l'audience ou pas. Je lui dis un truc du genre oui, j'ai dû me faire piéger quand j'étais sur les blogs à telle période. Et elle cherche pas plus. Et elle me dit écoute, je vais me renseigner auprès d'une de mes clientes du boulot avec qui elle s'entend très bien et qui est avocate. Elle me dit je vais lui en toucher 2 mots si tu veux bien. Et pour savoir si tu dois aller à l'audience, qu'est-ce que tu dois faire exactement. Et du coup, dans la semaine qui a suivi, elle lui en a parlé. Sa cliente lui a dit que non, il n'y avait absolument pas obligation à ce que j'y aille. C'était vraiment un courrier à titre informatif. Du coup, je sais même pas la condamnation. Je sais pas ce qu'il a eu comme condamnation. J'avoue que j'ai pas cherché à me renseigner plus. En fait, à partir du moment où ma mère m'a dit t'as pas besoin d'y aller, j'ai dit ok, hop, repoubelle, on n'en parle plus. Du coup, toi, aujourd'hui, tout ce que tu sais, c'est qu'il y a un mec qui s'est fait passer pour une jeune fille avec qui tu as échangé et du coup, qui a utilisé ces images de toi. C'est ça. En fait, ça se trouve, les images de moi et de ces filles, elles ont été retrouvées sur des sites pour des pédophiles. Enfin, je sais pas, je me dis que à tous les coups, ça atterrit sur le dark web et que c'est comme ça qu'il s'est fait tracer après avec son adresse IP ou... J'en ai aucune idée au final de comment ça a été fait. Mais du coup, toi, tu pensais t'adresser à une jeune fille et tu nous disais que tu avais posté des vidéos de toi que si tu avais eu un retour ou que si il y avait cette notion d'échange. Du coup, lui, il avait des... Enfin, comment est-ce qu'il peut se faire passer pour une jeune fille dans ces moments-là? En fait, il faut savoir que les échanges, c'était en direct puisqu'on est connecté derrière notre webcam. Et je pense que je me suis déjà fait la réflexion à l'époque, 1 ou 2 vidéos, je me suis dit c'est pas naturel. La manière dont la personne bouge de l'autre côté de la caméra, c'est pas naturel. Enfin, ça concorde pas avec les échanges. Et du coup, je pense que je me suis retrouvée devant une vidéo enregistrée de l'autre côté. Du coup, lui, il devait être derrière le chat, mais c'était une vidéo déjà enregistrée et il a réussi à faire passer ça pour les images de sa webcam. Et ton père, il t'a jamais reparlé de ça? Non. Du coup, après, c'est vraiment comme si rien ne s'était passé et c'est de nouveau un non-dit. Enfoui. Et en fait, j'en ai juste parlé à mes amis quand j'ai reçu le courrier parce que fallait que ça sorte un peu, quoi. Et c'est tout, quoi. Mais par exemple, mon copain avec qui j'ai vécu pendant 1 an et avec qui j'ai été en couple pendant 2 ans, c'était hors de question de lui en parler. Et je pense que du coup, ça a eu un énorme impact sur mon rapport à la nudité derrière et dans ma sexualité tout court. Hein. Et tu dirais que ça a quelles conséquences, justement, aujourd'hui, sur toi? Je suis hyper pudique. Je suis restée 3 ans avec mon premier amour. Je pense qu'on a fait l'amour dans le noir 2 ans et demi. Mais dans le noir total. C'est-à-dire que je veux même pas que tu puisses voir mes yeux. Lui, il se mettait devant le miroir tout nu. En mode, viens, on se regarde tous les deux tout nus devant le miroir. Et je lui disais, non, j'en suis pas capable. Et au bout de 3 ans de relation, j'ai réussi à le faire. Et je pense que pour le coup, s'il y a bien un truc où il m'a aidé, c'est quand même d'accepter mon corps. Mais après, les relations qui ont suivi, j'ai très très peu fait l'amour avec de la lumière. S'il y a de la lumière, je veux pas que tu vois mon visage. Ou je reste à moitié habillée. Enfin, je fais en sorte qu'on voit le moins possible parce que je suis pas capable moi-même de me regarder dans le miroir. Donc je veux pas que quelqu'un d'autre... je supporte encore moins le regard de quelqu'un d'autre sur moi. Et du coup, je suis incapable de faire l'amour ou d'avoir ne serait-ce qu'une sorte de rapport avec quelqu'un en qui j'ai pas confiance et que je connais pas. Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as pas confiance en toi ou parce que t'as pas confiance en l'autre? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense avoir confiance en moi au niveau du mental, mais au niveau du physique, pas totalement encore, ça c'est sûr. Déjà, il y a le fait de... j'ai pas la morphologie la plus développée qui soit. J'ai des tout petits seins. Bon, aujourd'hui, je les adore, mais pendant des années... j'ai dû me poser 1 fois la question de est-ce que j'allais me les faire opérer, et puis au final...
j'ai vite compris les avantages et je me suis dit non. Mais j'ai pas spécialement plus de fesses je suis vraiment puis une skinny comme on dit. Sur ça, je me suis pris plein de remarques au collège du type t'as un cure-dent, si on te pousse avec le petit doigt, tu te casses en deux. Comme si j'étais vraiment un bout de bois, quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas spécialement désirable. Par exemple, quand j'avais mon afro, moi, je le vivais très bien d'avoir mon afro, mais j'étais persuadée que c'était pas un atout séduction ou que ça pouvait pas être quelque chose de désiré. Et tout ça mis bout à bout, je pense qu'il y a les deux qui se confondent, la confiance en l'autre et la confiance en soi. C'est marrant parce que moi, à l'inverse, j'ai vu un documentaire de Amandine Gay qui s'appelle « Ouvrir la voie ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Pas du tout. Après que tu le regardes, il est génial. Et justement, c'est un témoignage de plein de femmes afro-descendantes en fait, qui discutent beaucoup de leur identité et de leur éducation et vraiment de leur rapport à leur couleur de peau et comment est-ce qu'elle est perçue d'abord par elles-mêmes et aussi par les autres, notamment dans la société dans laquelle elles vivent. Et en fait, beaucoup, par rapport aux hommes, disent que en fait... ce qui les emmerde énormément, c'est en fait d'être vraiment perçues. Tu vois, dès qu'elles ont une afro, justement, elles ont le sentiment d'être un objet sexuel pour les hommes parce qu'il existe ce fantasme de la femme noire, hyper libérée, hyper sexuelle. Et du coup, tu avais ce sentiment inverse de parce que tu portais cette afro, tu te sentais invisibilisée, alors qu'il y a d'autres femmes qui, pour elles, justement, ça les dessert presque parce qu'elles ont le sentiment qu'en fait, c'est un truc qui est vachement sexualisé. Il y a les deux. J'ai été fétichisée aussi par le fait de ma couleur de peau, oui, d'être métisse. Ça, oui, je l'ai senti. Mais dans mon métissage, je vais avoir les cheveux afro, mais j'ai pas les courbes afro. Du coup, je remplis pas totalement le stéréotype de la femme libérée sexuellement. Et puis, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours eu ce truc de toute façon, les filles blanches seront toujours plus désirées que les autres. Et vu que je ne suis pas blanche, et ben forcément, je vais me mettre en retrait par rapport à ça. Du coup, tu te sens pas désirable parce que tu n'es pas blanche et pas désirable parce que tu coches pas les stéréotypes de la femme noire. Ouais, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Mais qu'est-ce que tu préfères chez toi ? Au niveau de mon visage, je dirais mes lèvres. Oui, t'as une très jolie bouche. Merci. Non, mais t'as aussi des beaux yeux, un bonnet, des beaux sourcils, un putain de sourire, genre la meuf est canon. Mon nez, pendant longtemps, j'étais hyper complexée parce que je le voyais beaucoup plus gros que ce qu'il n'est, alors qu'en fait, j'ai un tout petit nez. En fait, j'ai l'impression qu'il était entre deux. C'est pas un vrai nez, quoi. Soit tu restes typé européen, soit tu t'affirmes plus, mais tu restes pas entre deux. Alors qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème avec mon nez. Et après, au niveau de mon corps... je pense mes jambes, parce que je suis petite, mais j'ai des grandes jambes, donc je pense que je les aime bien. Mais c'est complexe. Est-ce que vieillir, c'est quelque chose qui te fait peur ou pas du tout ? Non, parce que j'ai hâte d'avoir un afro poivre et sel. T'as raison, c'est hyper beau. Ah ouais, c'est trop, trop beau. Et est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec tes poils ? Ah ouais. Ouais. Ben, ça, je l'ai mal vécu au collège parce que, du coup, je suis brune. Et donc, ça se voit plus. On n'a pas forcément une pilosité plus forte, mais ça se voit plus que les blondes. Et moi, j'avais pas de problème avec mes poils jusqu'à qu'on me dise « Ah, t'es poilu des bras !» Et forcément, dès qu'on te le fait remarquer, tu le vois. Mais bon, j'ai jamais passé une bande de cire sur mes bras, donc je pense que ça va. Au niveau de mes jambes, maillot, aisselle et tout, je suis un peu la meuf qui s'épile en été et qui s'épile les chevilles en hiver, quoi. C'est tout. Est-ce que tu as conscience de ton corps quand tu fais l'amour ou est-ce que tu arrives à l'oublier ? Non, j'en ai trop conscience. J'en ai trop conscience, justement, du fait qu'il puisse y avoir de la lumière ou... Je sais qu'il y a des positions que j'ai pas envie de faire parce que j'ai pas envie qu'on puisse me voir où je vais tout calculer. Est-ce que tu arrives à lâcher prise un peu ou pas ? Non. Pendant longtemps, en fait, jusqu'à présent, j'ai aucun plaisir pendant la pénétration, ou alors il est vraiment minime comparé tout ce qui va toucher au clitoris. Et donc, pendant des années... au début, je pense que c'était mes premiers rapports. Donc, je me disais, Émilie, c'est tes premiers rapports, c'est normal que t'aies pas de plaisir. Ça s'apprend, vous débutez, c'est normal. Puis après, on est célibataire pendant un petit moment, puis on se remet en couple, et donc on a de nouveau des rapports, et du coup, on a de nouveau mal. On se dit, oui, c'est normal, il y a une période sans rien, il faut que ça reprenne.
Puis on a plus mal, mais il n'y a pas de sensation. On a juste la sensation du va-et-vient, mais toi, ça te procure absolument rien. Voire ça fait mal. Et il y a 2 ans, j'ai voulu poser un stérilet parce que ça faisait 6 ou 7 ans que je prenais la pilule. Donc je me suis dit, c'est pas terrible, les hormones, tout ça. Et donc j'ai voulu passer au stérilet en cuivre. Et donc j'ai posé mon stérilet en cuivre. Et en fait, j'avais des règles qui duraient 3 semaines. Parfois, j'avais plus de règles, mais j'avais quand même les crampes comme les premiers jours de règles. Ça descendait dans les mollets. Après, j'ai eu une fatigue, mais tellement... J'avais l'impression d'avoir 80 ans, quoi. Même prendre un verre d'eau, c'était une épreuve. Un jour, je vais au travail et puis je suis pliée en 4, sachant que tous les mois qui précédaient, il y avait au moins 2 ou 3 jours dans le mois où j'avais pas travaillé parce que j'avais trop mal. Et j'en avais entendu parler de l'endométriose, mais j'ai toujours eu des règles très douloureuses. J'ai souvent manqué les cours parce que j'avais trop mal souvent les 2 premiers jours. J'ai toujours eu des règles hyper abondantes. Mais là, c'était encore plus que d'habitude, même si avant déjà, pendant mes règles, j'avais des symptômes du type bouffée de chaleur, en avoir le tournis, je suis jamais tombée dans les pommes, mais c'était assez fort déjà. Après, quand on pose un stérilet, on vous dit oui, il faut 3 mois d'adaptation, donc bon, on se dit ok, serre les dents, ça va passer. Et il y a un moment où je vais au travail et j'ai trop mal, et donc ma responsable me dit va à tel hôpital. Et donc, je m'y rends et déjà, on me dit « c'est pas une urgence, mademoiselle », alors que je pouvais même plus marcher quasiment. Et le médecin qui me reçoit me dit « mais pourquoi vous avez posé un stérilet en cuivre ?» Et je lui dis « mais en fait, je vous demande pas de remettre ma contraception en cause, je vous demande juste de trouver ce qui ne va pas. » Et il m'a tendu une plaquette d'ibuprofène et il m'a dit « dans 3 jours, ça ira mieux ». Sauf que là, ça faisait des mois que ça traînait, je sentais que ça allait pas, enfin, je perdais du sang en continu, donc il y a un moment où c'est pas normal. Et donc, j'ai appelé mes parents, j'ai dit je rentre en France et on fait les examens quand je rentre. Et du coup, j'y suis allée, j'ai fait les échos, plus IRM. Et là, on m'a dit que oui, il y avait présence d'endomètre et donc l'endométriose. Et en fait, qu'avec le stérilet, ça aidait pas l'endomètre à s'évacuer. Et du coup, ça s'accumulait encore plus. Et bon, j'ai de la chance parce qu'elle est à un stade... c'est vraiment une micro-endométriose, mais assez pour être handicapante. Donc, enfin, j'ai pas eu besoin d'être opérée, tout ça, pour retirer l'endomètre. Normalement, de ce qu'on m'a dit, ça va pas jouer sur ma stérilité, mais du coup, ça joue comme ça au quotidien sur mes rapports sexuels, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas de plaisir et que j'ai mal pendant les rapports. Et pour l'instant, pour la pénétration, j'ai pas trouvé de solution. Et j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois à mes partenaires que malheureusement, heureusement pour moi, mais malheureusement pour eux, il fallait des préliminaires qui soient longues, de 1 pour que moi j'ai un minimum de plaisir, et de 2 que si ils voulaient tenter un minimum de pénétration, et sinon mon corps disait non quoi qu'il arrive. Et du coup, je me suis dit, je sais que par moi-même, ça peut marcher. Et avec le confinement, bien évidemment, l'envie d'acheter un sextoy était de plus en plus forte. Et dès que le confinement était terminé, je suis allée m'en acheter un. Et en fait, c'est là où j'ai encore plus réalisé que ma vie sexuelle était nulle, dans le sens où, avec mon sextoy, en 5 minutes, j'avais un orgasme. Et j'étais presque frustrée que ce soit aussi rapide, en me disant, ah ouais, genre, des fois, on y passe des heures, il se passe rien. Et là, en 5 minutes, c'est fait. Et depuis, ouais, ça me change la vie, hein, franchement. Mais du coup, là, l'idée, c'est que... Bon, pour l'instant, je sais comment avoir un orgasme avec mon sextoy, mais ce serait bien que, du coup, je m'entraîne, entre guillemets, avec, pour tenter de comprendre par la pénétration s'il y a un moyen d'avoir du plaisir plutôt. Quand tu utilises ton sextoy, est-ce que tu utilises d'autres supports pour t'aider dans la masturbation, du porno, des images ou autre, ou t'en as pas besoin ? Non, 3/4 du temps, j'utilise rien. Le porno, au final, ça me plaît pas. Enfin, j'ai retenté des années après, et ça ne me stimule pas. Du coup, 3/4 du temps, c'est entre lui et moi, quoi. Tes 5 sens, pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité ? Je dirais l'odorat. Et pour la petite anecdote, quand je me suis mise avec mon premier copain, il avait un certain parfum. Il a fini le flacon, puis il est passé à un autre parfum. Et un jour, il a ressorti son flacon, le premier.
Et il avait mis 3 gouttes et je l'ai senti pendant le rapport. Et en fait, ça m'a ramené à nos premiers rapports sexuels, donc 3 ans avant. Et moi, ça m'a fait un effet de dingue. Enfin, j'ai l'impression que c'était nos tout premiers rapports, qu'on était de nouveau dans la phase de séduction du début. Et je trouvais ça fou. C'est quoi la sensation que tu cherches à travers le sexe ? C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai l'impression de ne pas connaître le sexe au final. Parce que j'ai très peu eu de plaisir dans mes rapports, en dehors des préliminaires. Que pendant les préliminaires, j'ai eu du plaisir, mais très peu d'orgasme. Avec partenaire, j'entends. Du coup, seule, maintenant, oui, j'ai des orgasmes. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que j'ai toujours eu des partenaires boulets, quoi. Enfin, je suis désolée, mais quand tu fais un cuni que t'es pas capable de toucher le clito, c'est qu'il y a un problème, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même un bouton principal quelque part et du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je réapprends, tout simplement, comme si je redémarrais ma vie sexuelle. Je viens de me séparer de mon copain, ça fait à peine 3 semaines, parce que ça faisait... pour résumer, en gros, il fétichisait le fait que je sois métisse. Et dans mes luttes, dans la construction de la jeune femme que j'ai envie d'être, il y a forcément les questions de racisme et du fait que je sois à moitié noire et à moitié blanche. S'il parlait de moi à des personnes qui m'avaient jamais vue, c'était ma copine, c'est une petite tismée, quoi. Vraiment le cliché. Oui. Ouais. Ça lui plaisait ma couleur, ça lui plaisait mes cheveux, mais ma culture, ça l'intéressait pas plus que ça. Par exemple, une fois, on parlait du métissage et il comprenait pas ma quête identitaire, tout ça. Et je lui disais, mais tu sais, par exemple, si un jour on a des enfants, ils seront certes 3/4 blancs, mais ils auront 1/4 noir. Et s'ils ont des questions par rapport à leur double identité, il va falloir que tu sois capable, autant que moi, de répondre. Et il m'a répondu, mais c'est très simple, je leur dirai, votre mère, elle est métisse parce que votre grand-père, il est noir et votre grand-mère, elle est blanche. Voilà. Tous tes partenaires, ils étaient blancs ? Non, mon premier amour était noir. Après, je suis sortie avec des blancs et un Colombien. Et nous, c'est un problème du fait d'être métisse, c'est que quoi qu'il arrive, ce sera un couple mixte, qu'on sorte avec un noir ou qu'on sorte avec un blanc. Parce que nous, on sera toujours la double identité. Mais du coup, ouais, je me pose la question de, est-ce qu'il faut que je me dirige plus vers les hommes noirs, mais pas sûr non plus, parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui sortent avec des métisses ou avec des blanches parce qu'elles sont pas noires. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui se décolorent la peau. Plus t'es claire et plus t'es censée être désirable. Donc, une femme blanche, c'est l'apogée. Tu fais comment pour te décolorer la peau ? Observer dans le métro, parfois il y a des femmes, elles ont la moitié des mains, le bout des doigts, il va être très foncé, c'est leur couleur naturelle. Puis ça se décolore au fur et à mesure de la main. Souvent ça fait des croûtes, elles ont la peau hyper sèche, même c'est souvent au niveau des extrémités que ça se voit. C'est pas les mêmes teintes partout et c'est des produits hyper chimiques qu'on vend je crois qu'à Paris on en trouve dans tous les magasins afro et quand tu vas en Afrique il y a des panneaux publicitaires. Nous ce serait les shampoings L'Oréal et eux c'est des produits pour se décolorer. Et en plus, c'est hyper mauvais, c'est cancérigène, Et tu connais beaucoup de personnes qui le font ? C'est vraiment courant ? Moi, je connais personne, mais j'ai croisé... Ça, en fait, on voit tout de suite une femme qui se décolore la peau, et oui, j'en ai croisé. Autant en France qu'au Bénin, j'en ai croisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'attendrais d'un nouveau partenaire ? Déjà, dans la forme du couple, de l'égalité, du respect... En fait, j'aimerais que un bon partenaire, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vraiment tu fais... vous êtes un duo, quoi. Et c'est fluide. Quelqu'un qui a un minimum d'éducation sur certains sujets, parce que je me suis retrouvée à faire plus d'éducation qu'autre chose dans mon couple, et au final, c'est épuisant et ça porte pas spécialement ses fruits. Est-ce qu'autour de toi, il y a des couples qui te servent de modèle ? Oui. Mes parents, même si c'est ultra complexe, je fais partie des premières générations de métisses. Parce que maintenant, c'est de plus en plus courant. Surtout à Paris, il y a énormément de diversité, mais à l'époque, pas tant que ça. Ma mère, du coup, vient d'un milieu très blanc, vu que c'était un milieu agricole, et c'est vraiment la France profonde, donc il n'y avait pas de diversité du tout. Et en fait, c'est quand elle est venue à Paris, quand elle avait une 20aine d'années. Mon père, ça devait faire peut-être 2-3 ans qu'il était en France, même pas, je pense.
Et étant tous les deux protestants, ils se sont inscrits à la chorale de la paroisse du quartier et ils se sont rencontrés à la chorale. Donc quand on me dit et toi la religion dans ta vie, je fais moi j'ai pas le choix d'y échapper. De toute façon, je suis une enfant de Jésus quoi. J'ai pas eu le choix clairement. Et du coup je pense que c'est ça aussi qui les a liés très fort dès le début. Et c'est mon grand-père qui les a mariés parce que mon grand-père était maire. Et en fait, mon père m'a sorti le discours de mon grand-père pour leur mariage et mon grand-père dit que c'est une union au final très moderne. Je me demande s'il n'utilise pas le mot humaniste à un moment donné et en disant qu'il espère que ses petits-enfants seront aussi fiers de leurs origines françaises et béninoises. Et je me dis, c'est quand même fou, quoi. Mon grand-père qui, lui, est né dans les années 30 et ce discours-là, c'est quand même... Tu nous parlais de la religion. Elle occupe une grande place dans ta vie ? C'est compliqué. Au début, pendant longtemps, j'en voulais à mes parents de pas m'avoir demandé mon avis en fait sur la religion, le fait qu'on soit protestant, ce que j'en pensais. Puis avec les années, parce que derrière des religions, il y a aussi il y a des mœurs, il y a une culture, il y a des traditions, il y a des valeurs. Au final, je me suis retrouvée dans celle du protestantisme. Et donc, j'étais très bien là où j'étais, mais je trouvais ça dommage qu'on m'ait pas parlé d'autre chose non plus. Oui, je pense que je crois, mais je suis plus dans un truc spirituel. Et pour moi, c'est vraiment entre Dieu et moi, et il y a personne qui interfère au milieu. Donc ouais, aller partager, chanter avec des gens, ça me gêne plus qu'autre chose. Ce qui est important pour moi dans le protestantisme, c'est que je trouve qu'il y a une modernité qui colle à ma personnalité, dans le sens où les pasteurs, ça peut être des hommes et des femmes qui peuvent se marier, qui peuvent avoir des enfants, que le mariage gay est toléré. Et après, il y a ce côté, on est pudique dans son comportement, c'est-à-dire qu'on ne dévoile pas sa vie à n'importe qui, dit-elle alors qu'elle est en train de raconter tout sur un podcast. Mais j'ai réalisé au moment où je le disais. Mais dans le sens où en fait, ça reste des valeurs qui sont universelles de toute façon. La religion, il y a quand même des trucs qui sont universels. Donc, après, je pense que c'est beaucoup de détails qui font qu'on se retrouve plus dans une que dans l'autre. Pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? Premièrement, parce que je vous ai beaucoup écouté et qu'en vous écoutant, en écoutant les expériences des autres, ça m'a permis de me remettre en question sur mes expériences. À partir du moment où j'ai pris conscience que mon expérience, parfois pouvait me mettre des freins dans la suite de ma vie, je me suis dit que là, à partir du moment où je l'avais conscientisé, il fallait en parler, c'était un moyen d'activer, de lancer la démarche. Donc d'en parler, je pense que ça réparera par la suite certaines blessures et que je suis sûrement pas la seule à avoir vécu ça, que même si peut-être la personne qui écoute, elle l'a pas vécu, au moins elle pourra comprendre ce qui peut se passer dans la tête des personnes à qui ça arrive. Et puis surtout vous déposez mon colis de charge à vous et repartir sans. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @EntreNosLèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.